Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'hiver approche à grands pas, les sorties en raquette aussi, et peut-être si vous avez décidé de franchir le cap, les bivouacs dans la neige, en tout cas je vous le souhaite. Et si c'est le cas, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir bivouaquer au chaud cet hiver. Et on commence tout de suite avec mon premier conseil qui va être de manger chaud juste avant d'aller au lit. Alors ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais je sais d'expérience que même en hiver, on peut avoir la flemme de se préparer à manger le soir au bivouac. Alors en hiver, les journées sont beaucoup plus courtes, il fait nuit beaucoup plus tôt, il fait jour beaucoup plus tard, donc la conséquence c'est qu'on marche moins longtemps et on passe beaucoup plus de temps en statique, au bivouac notamment, et on se refroidit beaucoup plus vite lorsqu'on arrête de marcher, lorsqu'on est en statique. Il va falloir donc se constituer une réserve d'énergie pour pouvoir se réchauffer, surtout qu'en hiver, pour préparer à manger, on va devoir souvent faire fondre de la neige, et ça c'est une opération qui peut prendre du temps. L'organisme a besoin de carburant pour pouvoir générer de la chaleur, et c'est pour ça que c'est très important en hiver de bien manger, et surtout de manger gras, parce que le gras va être métabolisé beaucoup plus lentement que les glucides. Ça veut dire qu'on va produire de l'énergie et donc de la chaleur pendant beaucoup plus de temps. Alors pas d'inquiétude à avoir, si on a marché 5-6 heures pendant la journée en raquette dans la neige, le gras il va pas être stocké dans l'organisme, il va être utilisé au contraire pour pouvoir se défendre contre le froid, pour protéger le corps contre le froid et pour produire de la chaleur. Alors si vous utilisez des lyophilisés ou encore de la semoule ou de la purée par exemple pour vos repas le soir, je vous invite à y rajouter des éléments gras comme par exemple du fromage, on peut prendre du parmesan râpé, en plus ça donne du goût, c'est très bon, ou encore de l'huile d'olive, bref, tout ce qui est très gras, ce sera le bienvenu pour pouvoir générer de la chaleur pendant un petit moment. Alors mon deuxième conseil pour éviter d'avoir froid la nuit, ça va être d'aller faire la petite commission juste avant d'aller se coucher. Alors c'est important pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en hiver, et plus généralement quand les températures chutent, notre envie d'uriner, elle augmente. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il fait froid, on a plus souvent envie d'aller aux toilettes que quand il fait chaud. Donc il va falloir essayer d'espacer au maximum les intervalles de temps où on va aller faire justement cette petite commission. Et la deuxième raison, c'est qu'on dépense énormément d'énergie quand on se retient d'aller uriner. Et généralement, quand il fait moins 10 degrés dehors et quand on est bien enfoui au fond de son duvet, on n'a pas du tout envie, mais alors pas du tout, d'aller sortir, mettre le nez dehors pour aller faire la petite commission justement. Alors bien souvent, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on se retient en espérant que l'envie va passer, mais c'est jamais le cas. Et on dépense énormément d'énergie à se retenir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aller faire ces petites affaires juste avant d'aller au lit. Mon troisième conseil pour de bons bivouacs en hiver, c'est de se préparer une bouillotte d'eau chaude pour la nuit. Alors si j'avais juste un conseil à vous donner, ce serait bien celui-ci. Moi personnellement, je prends des gourdes Nalgene comme celle-ci ou encore comme celle-ci. L'avantage des Nalgene, c'est qu'elles sont en plastique qui est garanti 100 BPA. Et puis comme elles sont en plastique, c'est quand même beaucoup plus léger que le métal. Alors on peut aussi prendre des gourdes en métal. Par contre, attention à toucher le métal par grand froid. Quand il fait moins 10, moins 15 degrés, on peut risquer une onglée, donc c'est assez dangereux. Et c'est pour ça que de mon point de vue, je préfère les gourdes en plastique comme les Nalgene. Alors il y a deux avantages à utiliser une bouillotte pour la nuit en hiver. Le premier avantage, bien sûr, c'est qu'on va avoir une deuxième source de chaleur en plus de celle de son corps pour pouvoir se réchauffer. Donc on va se réchauffer beaucoup plus rapidement, et comme on va se réchauffer justement, la probabilité d'avoir envie d'aller faire la petite commission justement, elle va être grandement diminuée. Le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est qu'on va avoir une réserve d'eau qui sera tout de suite disponible le matin au réveil, que ce soit pour vous hydrater ou pour préparer votre petit déjeuner, parce que bien souvent quand vous allez bivouaquer par moins 10 ou moins 15 degrés, il y a de fortes chances pour que vos réserves d'eau soient complètement gelées le matin. Donc, ne serait-ce que pour vous réhydrater rapidement, ça va vous éviter de passer 20 minutes, 30 minutes à faire fondre de la neige. Et puis, si vous avez bien fait votre travail et que la veille, vous avez mis de l'eau qui était bien bouillante dans la Nalgene, dans la gourde, et votre eau, elle sera encore légèrement tiède, ce qui fait que vous allez en plus dépenser encore moins de carburant pour pouvoir la réchauffer, pour préparer votre petit déjeuner ou pour vous hydrater tout simplement. Alors moi, généralement, quand j'utilise une bouillotte l'hiver, ce que je fais au préalable, c'est que je la mets dans un vêtement qui ne me sert pas la nuit, comme un gant ou une mouve par exemple, histoire de ne pas me brûler quand je vais la mettre dans le duvet. Et puis je la place d'abord aux extrémités, au niveau de mes pieds, histoire de réchauffer mes orteils, mes pieds, parce que bien souvent, ce sont les parties de mon corps qui vont mettre beaucoup plus de temps à se réchauffer que le reste. Et puis une fois que j'ai les pieds qui sont chauds, je vais la mettre entre mes cuisses. De cette manière, le sang qui va passer dans mes cuisses lorsqu'il va passer au contact de la bouillotte va se réchauffer et il va se diffuser dans l'ensemble de mon corps et va réchauffer mon corps très rapidement. Alors mon quatrième et avant-dernier conseil, je sais que c'est pas forcément le plus facile à suivre, je le reconnais, surtout quand on a marché plusieurs heures dans la neige. Et pourtant, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour passer une nuit bien au chaud cet hiver, je vous garantis que c'est un des conseils les plus efficaces que je vais vous donner. C'est tout simplement de faire quelques exercices avant d'aller se coucher. Alors le but ici, je vous rassure tout de suite, c'est pas de faire une séance où on va soulever de la fonte, pas du tout. C'est tout simplement de faire quelques mouvements très simples qui vont avoir pour objectif d'élever notre température corporelle pour pouvoir fabriquer très rapidement de la chaleur. Alors il faut savoir, contrairement à beaucoup d'idées reçues, que c'est pas le duvet et la plume qui est contenu dans votre sac de couchage qui va vous isoler, qui va vous protéger à proprement parler du froid. Le duvet, lui, son rôle, ça va être tout simplement d'emprisonner l'air qui est contenu dans votre sac de couchage. Et si l'air emprisonné
emprisonné est froid, bah, tout simplement on va avoir beaucoup de mal à se réchauffer, même si vous avez un sac de couchage qui contient 800 grammes de la meilleure qualité de duvet qui existe au monde. Donc l'idée, encore une fois, toute bête, c'est de faire en sorte que l'air emprisonné dans le sac de couchage soit réchauffé le plus rapidement possible, afin de pouvoir bénéficier de la meilleure isolation possible, et in fine, de ne pas avoir froid, tout simplement. Si cet air emprisonné est rapidement chaud, de la même manière que quand notre bouillotte était tiède, on n'avait pas besoin de beaucoup de carburant le matin pour pouvoir réchauffer l'eau, bah là c'est pareil, on ne va pas avoir besoin de dépenser beaucoup de carburant pour pouvoir réchauffer l'air qu'il y a dans le sac de couchage. Et de cette manière, on va avoir chaud rapidement et on va éviter de se refroidir, tout simplement. Alors pour ça, on peut faire quelques exercices de gainage simples, comme par exemple se mettre allongé sur le dos sur son duvet, les jambes tendues, et puis on va rester dans cette position pendant 30-40 secondes. On peut aussi faire des pompes, moi c'est ce que je fais personnellement. L'idée, encore une fois, c'est pas de transpirer bien entendu, c'est tout simplement de produire suffisamment de chaleur pour pouvoir réchauffer très rapidement l'air contenu dans le sac de couchage. Alors si en plus vous avez pris soin de vous préparer une bonne bouillotte d'eau chaude juste avant d'aller au lit, je vous garantis, vous allez dormir comme un bébé toute la nuit. Et enfin, pour conclure cette vidéo, mon 5e et dernier conseil qui s'adresse avant tout aux débutants, ne jamais négliger l'isolation de votre matelas. C'est hyper important. Parce que bien souvent, ce qui se passe quand on débute, c'est qu'on va se focaliser, et à raison, sur le choix des vêtements thermiques, sur le choix d'un bon sac de couchage, et quand vient le choix du matelas, on va regarder essentiellement le confort, on va regarder le poids, mais on oublie totalement qu'un matelas va nous servir aussi à nous isoler du froid, et que bien souvent, la nuit, le froid, il vient du sol. C'est essentiel d'avoir un matelas avec une isolation thermique suffisante pour pouvoir affronter des températures hivernales. On se refroidit énormément par conduction, c'est-à-dire que notre corps va transférer sa chaleur au sol qui lui est froid. Et au final, on va passer une sale nuit tout simplement. Alors la valeur qui sert à mesurer l'isolation thermique d'un matelas, ça s'appelle la R-value. Et la bonne nouvelle, c'est que assez récemment, on a modifié le calcul de cet indice, de cette valeur, pour pouvoir l'uniformiser à l'ensemble des fabricants de matelas. En gros, maintenant, on peut comparer le matelas d'un fabricant X au matelas d'un fabricant Y en toute objectivité, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Alors si vous deviez retenir que 3 choses concernant l'isolation de votre matelas et la R-value, déjà, sachez dans un premier temps que l'isolation thermique du matelas, elle est complètement indépendante de celle du duvet. C'est pas parce que vous avez un sac qui est labellisé moins 15 degrés confort qu'automatiquement vous allez avoir un matelas qui va être moins 15 degrés confort, d'accord? L'isolation du matelas et du duvet, c'est deux choses qui sont complètement indépendantes. Deuxièmement, avec le nouveau calcul de la norme, un matelas ayant une isolation thermique suffisante pour du bivouac hivernal devrait avoir aujourd'hui une R-value minimum qui tourne aux alentours de 3,5 ou plus bien entendu. Alors attention, c'est une valeur approximative, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si aujourd'hui vous voulez vous équiper pour du bivouac hivernal, je vous conseille de partir sur une valeur minimum de 3,5 voire 4 si vous êtes un petit peu frileux. Et enfin, dernièrement, sachez que les R-values de différents matelas combinés entre eux s'additionnent tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas, par exemple, de matelas taillés pour du bivouac hivernal, mais que vous possédez déjà un bon matelas 3 saisons, vous pouvez tout simplement envisager l'achat, par exemple, d'un matelas mousse bon marché qui va vous coûter une vingtaine ou une trentaine d'euros et l'utiliser en conjonction avec votre matelas 3 saisons pour pouvoir bénéficier d'une isolation suffisante lors de bivouacs hivernaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils, en tout cas, vous aideront à passer de bonnes nuits bien au chaud lors de vos futurs bivouacs dans la neige. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces conseils. Et si vous, de votre côté, vous avez d'autres astuces pour dormir au chaud en hiver, je vous invite à les partager également dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un pouce et à partager cette vidéo sur les réseaux si elle vous a plu. Nous, on se retrouve très rapidement pour notre prochain rendez-vous. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!